est sur une des dernières conférences du salon. Ici, notre objectif, c'était de proposer quelque chose de très pédago. Il y a peut-être des choses que vous saurez, il y a des choses que vous ne saurez pas. Il y a aussi des idées reçues. On va essayer de reprendre un peu les bases, mais aussi de faire peut-être des découvertes un peu surprenantes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant, si vous ne comprenez pas quelque chose, ou alors si vous comprenez tout, acquiescez comme ça et dites que c'est super. Donc on va partir sur 10 choses à faire pour sécuriser sa vie en ligne, sachant qu'aujourd'hui on a quand même tous des tout petits ordinateurs où c'est écrit souvent très petit, et on tombe facilement dans des pièges. C'est un peu comme la conduite, on dit souvent que les accidents de la route, ça arrive le plus souvent proche de chez soi. Et c'est un peu ce qu'on remarque de plus en plus sur Internet, c'est qu'en fait, vous avez l'habitude d'aller sur vos sites, vous avez l'habitude d'ouvrir vos applications, d'ouvrir vos mails, d'aller sur votre Facebook, d'aller sur votre Instagram, et de moins en moins faire attention dans votre routine aux messages qui peuvent avoir l'air un peu chelous, parce qu'il y a de plus en plus de pubs aussi sur le web, et on a tendance à un peu oublier de regarder, de prendre le temps. Et c'est un peu ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est de prendre un peu le temps et de déconstruire certaines choses. J'ai commencé par défaut, se dire qu'un peu, tout peut être un potentiel danger. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun d'aller sur Internet, mais il faut quand même se méfier un petit peu. Le premier truc auquel j'ai pensé, qui est peut-être un peu contre-intuitif, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je ne m'entends pas. Ok, c'est cool, merci. Le truc qu'on ne pense pas tout souvent, c'est arrêter de changer tout le temps vos mots de passe. En fait, on va vous dire, vos mots de passe, ils sont peut-être compromis, changez-les. Si vous avez une alerte qui vous dit, là, votre mot de passe pourrait être compromis parce qu'on l'a trouvé dans une base de données, oui, le changer régulièrement tous les 3 mois, ça ne sert à rien. En fait, la CNIL, du coup, a dit que de plus en plus d'études démontrent que forcer l'utilisateur à changer le mot de passe était en fait une mesure pas vraiment réellement efficace. En fait, c'est parce que le rapport coût-utilité est trop faible. Déjà, il y a trop de mots de passe à retenir. Donc franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'en retiens déjà une bonne quinzaine. S'il fallait que j'en change tous les 3 mois et retenir un nouveau mot de passe, je deviendrais zinzin. C'est très laborieux parfois d'en changer. Et souvent, les nouveaux mots de passe vont avoir tendance à ressembler aux anciens. Donc vraiment, si vous allez sur Facebook, votre mot de passe, c'est mot de passe, j'espère pas. Votre mot de passe, c'est mot de passe 2022 et qu'en 2023, vous faites, je vais faire mot de passe 2023, ça ne sert à rien, il va être tout aussi faible et vous aurez juste perdu votre temps et sûrement vous allez taper mot de passe 2022 3 fois avant de vous rappeler « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai changé » pour finalement absolument aucune raison valable de cybersécurité. Et puis aussi, les nouveaux mots de passe que vous allez pouvoir utiliser ont peut-être, eux, fuité dans des bases de données. Ça veut dire que parfois, quand il y a des cyberattaques, imaginons, votre entreprise a été piratée, votre mot de passe Thomas33, parce que c'est le nom de votre fils, a fuité. C'est pas la peine d'essayer de le remettre dans des autres sites internet. Et donc, la petite citation que j'avais mise, c'était aussi du Centre national de cybersécurité. Donc, plus les usagers sont forcés de changer de mot de passe, plus ils vont être vulnérables aux attaques. Ce qui semble être un conseil parfaitement sensé et établi de longue date ne résiste pas en fait à une analyse rigoureuse et globale du système. C'est des mots très intelligents pour dire ne le faites pas. Voilà mon petit 1. Mon petit 2. Ah, ça c'était juste un petit rappel, je ne l'ai pas mis en conseil. Un bon mot de passe, c'est souvent une phrase. N'hésitez pas à faire des phrases longues. Plus il sera long, plus il sera fort. Plus il y aura des chiffres et des lettres, mieux ce sera. Je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que vous avez connaissance de ce genre de choses. Mais ne vous dites pas que c'est incohérent de faire une phrase. Plus vous allez rajouter de caractères, mieux ce sera. Deuxième point, et peut-être que certains d'entre vous sont concernés dans la salle, arrêtez d'écrire vos mots de passe sur des post-it. Ça vaut pour les carnets, ça vaut pour toute surface écrite. N'essayez pas de passer entre les mailles du filet. Vraiment, il faut cesser cette pratique. Tout simplement parce qu'en vrai, c'est extrêmement visible. Votre mot de passe, déjà, vous pouvez le perdre. Mais aussi, si vous l'avez au travail sur votre petit bout de papier, n'importe qui peut passer et le recopier. Il y a un risque de perte, évidemment. Et puis aussi, je me dis, là, je ne sais pas, vous me direz peut-être ceux qui font l'erreur de copier son mot de passe sur un post-it. Pour moi, si vous arrivez à l'écrire, c'est sûrement qu'il n'est pas très, très fort. Parce que si vous deviez écrire une énorme longue chiffre de signes de caractères, ce serait peut-être trop pénible et vous vous diriez peut-être qu'il faudrait que je le mette à un autre endroit.
Mais vous n'êtes pas les seuls si vous le faites. Il y a quelques années, il y a eu un reportage au sein de TV5 Monde. C'était un petit peu cocasse, parce qu'en fait, c'était un reportage sur le fait que TV5 Monde s'était fait pirater. Et pendant le reportage, ils ont filmé le fait qu'il y avait tous les mots de passe en clair, tous les mots de passe de la chaîne YouTube qui étaient genre affichés dans les locaux de TV5 Monde. Le mot de passe, c'était un mot de passe pour YouTube. Ça, j'ai trouvé que ça donnait encore un peu plus de sel à cette histoire. D'autres histoires, l'état-major des armées qui a partagé un mot de passe en clair également. Ils ont filmé leurs locaux et derrière il y avait les petits post-it avec marqué les fameux mots de passe. Donc faites bien attention, ne le faites pas. Il y a plein d'autres solutions pour gérer ces mots de passe et on va le voir plus tard. Le post-it, ça suffit. Le carnet, ça suffit. Bienvenue dans le futur. Et juste pour que vous culpabilisiez pas, je vous ai pas fait lever la main. Mais actuellement, chez les employés, en tout cas les employés américains, c'est 60% des gens qui ont des identifiants ou un mot de passe dans un carnet. J'ai regardé en France, c'est un tiers. Un tiers des employés français qui admet, donc j'imagine qu'il y en a encore plus qui ne le disent pas, avoir ces identifiants dans un petit carnet. 80% d'entre eux disent conserver ces carnets à côté ou à proximité de l'appareil. Donc c'est vraiment, vous avez donné votre coffre-fort et puis à côté, vous avez mis la solution. Comme ça, on peut bien voler les deux en même temps et partir en courant. Et puis 50% disent enregistrer les mots de passe dans un document sur le poste de travail. Donc vraiment, il est là, à côté, Facebook, hop, mon mot de passe pour Facebook. Donc évitons de faire ça aussi. Mon troisième point, il va être crucial, et il est crucial vraiment pour toute votre pratique sur Internet, c'est l'observation. Je sais que ça prend du temps, mais il faut réussir un petit peu à calmer notre frénésie, et c'est moi qui dis ça alors que je suis extrêmement frénétique. Sur Internet, le diable est dans les détails. Je vous ai donné un petit exemple avec un site que vous connaissez sûrement, c'est Netflix. Il y a des genres de phishing qui arrivent à imiter quasiment à la perfection aujourd'hui un site Internet. Donc là, j'ai à gauche le vrai site, à droite le faux, celui où vous allez rentrer votre adresse mail et votre mot de passe 2023, et ensuite tout va disparaître. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour identifier la différence ? Parfois, on ne peut pas, et c'est un peu pénible. Mais il y a toujours quand même un petit peu un faisceau d'indices. Par exemple, j'ai mis en grand. Par exemple, ici, s'identifier avec Facebook, l'autre site de Netflix ne le propose pas. C'est quand même assez rare que des grandes plateformes comme ça vous proposent de s'identifier avec Facebook. Mais aussi, et là, ça demande peut-être une identification des polices d'écriture, mais quand on regarde, alors là, ça se voit peut-être un peu moins sur ma capture, mais en vrai, on voit quand même que cette image-là a été rajoutée en plus avec une autre police d'écriture. Ça, c'est une police d'écriture hyper lambda, une espèce de Arial un peu pourri, qui fait que, normalement, en regardant un petit peu, en comparant, on voit que c'est pas la même chose. Néanmoins, pour ça, il faut vraiment réussir à prendre le temps. Et parfois, on n'a pas envie de prendre le temps parce qu'on a vraiment envie de regarder la Casa de Papel. Mais il faut réussir à se restreindre un petit peu. Pourquoi tout simplement pas vérifier l'URL du site ? C'est un très bon point. C'est mon point numéro 7. Vous avez spoilé ma conférence. Mais c'est une très bonne réflexion. Regardez l'URL du site. Ça compte parmi les bons réflexes à avoir. Néanmoins, de plus en plus, et d'ailleurs, parfait exemple, on a des URL qui ressemblent quand même à un bon français. Par exemple, renouvecarteamélie.com. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle, le vrai site de renouveler sa carte amélie.com. Amode Info Sécure. serviceimpôt.gouvinfo.com. Même si je vais regarder cette URL-là, ça ne me donnera pas d'informations. Mais une fois que je vais cliquer dessus, en effet, normalement, un autre site va s'afficher avec une autre URL que je vais pouvoir vérifier. Quand je dis le numéro 4, c'est réfléchissez à vos actions récentes. C'est parce que aujourd'hui, les pirates, ce qu'ils font, ils ne savent pas que vous avez commandé un colis. Mais par contre, ils se doutent que parmi les millions de personnes qui vont cibler, il y a bien une ou deux personnes qui attendent son petit colissimo. Et du coup, ces messages-là, vous allez pouvoir peut-être penser qu'ils sont faits pour vous, mais ils ne le sont pas vraiment. Mais une chance sur 10, une chance sur 100, une chance sur 1000 qui vous concerne pour de vrai et que du coup, vous cliquez dessus. Typiquement, moi, il y a 5 ans, j'ai déménagé et j'ai reçu un mail d'EDF à je ne sais pas quelle heure et il m'a demandé de mettre mes coordonnées bancaires et je l'ai fait.
Et quand j'ai cliqué sur entrée, il ne s'est rien passé du tout. Et je me suis dit, je me suis fait avoir, c'est dommage, c'est mon métier. Et pourtant, j'ai fait opposition sur ma carte bancaire un soir. Tout ça parce que, franchement, si ça avait été à n'importe quel moment, j'aurais pas cliqué dessus. Je me serais dit, EDF, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Mais comme à ce moment-là de ma vie, j'étais dans un moment qui faisait que c'était logique que je reçoive un mail de EDF, je me suis pas méfiée. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir que vous vous demandiez quand vous recevez ce genre de message. C'est est-ce que c'est vraiment pertinent ? Est-ce que j'ai vraiment commandé un colis ? Si comme moi vous commandez plein de colis, c'est très très compliqué. Parce que parfois je me fais des petites surprises et après je découvre que j'ai commandé des colis et je suis contente. Mais là, c'est pas le cas. Pareil pour les amendes et aussi pareil pour les campagnes de phishing liées aux impôts. Les impôts, on connaît leur date. Généralement, ça arrive soit en début d'année, soit en milieu d'année. Donc ils savent qu'il va falloir envoyer ce message et cibler beaucoup de gens à cette période-là. C'est pour ça que je veux dire, réfléchissez à vos actions récentes quand vous avez un petit doute. Est-ce que j'ai vraiment commandé ce colis ? Est-ce que ma carte vitale est vraiment périmée ? Est-ce que c'est logique ou pas ? On en vient au lien. Ça devrait vous intéresser. Là, c'était une petite animation que je vous montrais, mais c'est pas grave si ça s'anime pas. Là, c'est ma souris. Et en fait, quand je suis... Il y a peut-être beaucoup de gens qui le savent. Quand je vais surligner, ne pas cliquer, mais surligner, en bas de ma page web, il va s'afficher l'aperçu du lien. Ça veut dire que si je clique sur ce lien, c'est un super site numerama.com qui fait des super articles sur la cybersécurité. N'hésitez pas à aller regarder. Et donc là, Bogdan qui a écrit cet article, il a mis un lien qui est tout à fait véridique. Mais je ne suis pas obligée de cliquer sur le lien pour y aller, pour aller vérifier. Je peux juste passer ma souris et en surbrillance, ça va s'afficher en surbrillance. Et en dessous, il va me dire, si tu cliques là, tu vas aller là. Et ça peut aider aussi. Déjà, ça évite de cliquer un peu partout frénétiquement, ce qui n'est jamais perdu pour se calmer. Mais aussi, ça permet de voir un petit peu si vous avez une très 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 longue, comment on appelle ça, une chaîne de caractères, on peut se méfier. Ça, par contre, ça ne marche pas sur mobile. Donc c'est pour ça, sachant que la majorité, nous sur Numérama, on a à peu près 70% des gens qui viennent depuis le mobile et pas l'ordinateur. Mais en tout cas, si vous êtes sur l'ordinateur, il y a moyen de vérifier ça. Ça, c'est un chouette conseil. Ça, c'est mes photos de vacances. En fait, dans votre téléphone, il va vous permettre d'aller vérifier. Vous avez sûrement une myriade d'applications dans votre téléphone. Vous en avez sûrement trop, il y en a sûrement qu'il faut désinstaller. Il y a des options, là moi je suis sur iPhone, mais sur Android c'est pareil, pour aller vérifier ce à quoi vous avez donné accès à ces applications. Typiquement, moi je me suis rendu compte que mon calendrier, je n'ai pas donné accès à une application pour des tickets, à Doctolib, à la SNCF. Par contre, mes photos, j'ai donné ma vie. Vraiment. Il y a toutes mes... Ça, c'est un raton laveur, ça, c'est moi. Et j'ai donné à Blue Sky, à Discord, à Epic, à Facebook. Il y a même des applications, je ne savais même plus que je les avais. Mais grâce à ma fonctionnalité sur téléphone, j'ai juste besoin d'aller dans confidentialité et de vérifier ensuite ce à quoi chaque application a accès. Et surtout, une fois que j'ai vérifié, je les enlève. Là, je l'ai pas fait pour avoir l'air ridicule devant vous. Mais globalement, ça veut dire aussi que si vous allez... Une fois que j'ai supprimé tout ça, tous les accès, ça va rendre ma vie en ligne plus compliquée. Ça va être un peu plus ennuyant. Je vais ouvrir Facebook, je vais vouloir publier une photo et il va me dire « Tu n'as pas donné l'accès à tes photos, c'est pas cool, je ne peux pas le faire. » Et du coup, je vais devoir revenir en arrière, accepter l'autorisation et ensuite je peux republier ma photo. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va demander d'accepter des petites contraintes. Pour se protéger en ligne, il va falloir accepter que parfois, il va falloir faire 3 clics au lieu d'1. Et c'est aussi sur ça que se joue un petit peu notre sécurité en ligne aujourd'hui. C'est que comme on a envie d'aller vite, on a envie que ce soit hyper pratique, et on est prêt parfois à faire des compromis qui ne sont pas les meilleurs pour notre vie, pour notre vie privée et pour nos données personnelles. Je vous laisse admirer encore une petite seconde mes photos de vacances. Alors, numéro 7. Ne faites pas comme ma mère. Béatrice Turcan adore Facebook, adore Internet. Elle comprend tout à tout. C'est génial. Mais j'ai découvert très récemment qu'elle a une relation passionnelle avec ses disques durs externes.
Donc ma mère, qui a un ordinateur, estime qu'il est plus sécurisé de mettre tous ses documents personnels, Excel, Word, vraiment des trucs très légers, on peut avoir des millions sur un ordinateur. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met tout sur son disque dur externe. Donc c'est comme ça que j'ai appris que tous nos documents de société, de machin, étaient stockés dans un disque dur externe qu'elle a évidemment laissé tomber il y a 3 mois. Il s'est explosé au sol, toutes les données étaient corrompues. Je lui ai dit, mais t'en as fait une copie, t'as pas tout mis sur ton disque dur externe. Et si, elle avait tout mis sur son disque dur externe. Donc faire des copies physiques, évidemment, bonne idée, super. Mais faire que des copies physiques, c'est-à-dire stocker des choses uniquement sur un disque dur, c'est extrêmement externe, c'est extrêmement risqué. Parce qu'il peut arriver quelque chose à vos données. Vous avez quand même la possibilité de stocker des choses en local, avec des mots de passe notamment. Vous avez la possibilité de stocker des choses sur le cloud, qui est le nuage, où on a aussi des manières de sécuriser ces données avec des mots de passe, avec des fichiers chiffrés. Et donc, si vous voulez la morale de l'histoire, ma mère m'a dit qu'elle a payé 1000 balles pour aller se faire récupérer ses fichiers sur son disque dur externe. Et sa solution, ça a été d'en acheter un deuxième. Donc maintenant, elle ne stocke pas ses fichiers sur un disque dur externe, mais sur 2 disques durs externes. Et ce n'est toujours pas la bonne solution, donc ne le faites pas. Numéro 8. Numéro 8, on rentre dans la protection un petit peu plus poussée de vos mots de passe. L'authentification, tu doubleras. Normalement, si vous surfez sur Internet depuis un petit moment, vous avez quand même de plus en plus ce genre de proposition de s'authentifier une deuxième fois. Ça veut dire, en gros, votre mot de passe, il n'est pas ouf, ou alors c'est sûrement risqué aujourd'hui de l'utiliser, probablement parce que toutes les données ont déjà fuité dans l'univers du web. Donc, on va utiliser l'authentification à double facteur. Comme le dessin le montre, c'est assez clair. On se connecte sur un appareil et puis on va devoir vérifier que c'est bien nous grâce à un deuxième appareil. Normalement, quasiment toutes les applications aujourd'hui vous proposent la double authentification. Encore une fois, on revient un petit peu à cette idée que c'est plus pénible, c'est plus contraignant, ça va demander un peu plus d'étapes. Moi, franchement, ça ne me fait pas très plaisir de devoir ouvrir à chaque fois Google Authentificator quand je dois me connecter à Numérama. Ça ne me fait pas plaisir de devoir dire « oui, c'est bien moi » à mon Gmail sur mon téléphone portable parce que j'essaie de me connecter depuis un nouvel ordi. Mais en réalité, ça me permet d'être plus en sécurité. Donc, j'ai donné quelques exemples. On a par SMS, vous allez recevoir un petit code. Par application d'authentification, ça c'est une application qui va générer des chiffres de manière aléatoire à peu près toutes les 30 secondes, ou même moins, 15 secondes je crois, et qui va vous demander de venir donner le code au moment où vous vous loguez, où vous vous inscrivez dans l'application. Notification de connexion, ça vous connaissez, c'est... Typiquement, je me connecte à mon Gmail sur mon ordinateur et je reçois une notification sur mon smartphone de Gmail qui me dit « Et t'es sûr, c'est bien toi ? On n'essaie pas de te pirater. » Et par clé de sécurité physique. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont des clés de sécurité physique. Ça ressemble à des petites clés USB. Ce sont aussi des clés USB qu'on branche et qui nous permettent de se connecter. Et du coup, c'est un backup, c'est un filet de sécurité, cette fois physique, qui est recommandé mais qui est utilisé assez rarement. Numéro 9, un gestionnaire pour les gouverner tous. Là, on va juste parler un tout petit peu du gestionnaire de mots de passe. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des gestionnaires de mots de passe ? Ok, on est à 3. Avant, on était à 1. Un gestionnaire de mots de passe, il faut l'imaginer comme le coffre-fort où vous allez garder tous vos mots de passe. Donc, à l'intérieur, vous les mettez. Vous avez le droit de les oublier parce que vous ne les avez pas mis sur un post-it. Du coup, c'est super. Mais vous allez garder en tête un seul mot de passe, le mot de passe qui va ouvrir votre coffre-fort. Et donc, il y a des gestionnaires, ça s'appelle, c'est des applications, des logiciels que vous allez mettre sur votre ordinateur, sur lequel vous allez vous connecter. Et via ce coffre-fort-là, il va ensuite, une fois que vous l'aurez ouvert, il va vous permettre d'accéder, de vous donner l'autorisation de récupérer vos mots de passe pour aller s'inscrire sur les sites sur lesquels vous voulez aller. La majorité sont payants. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude sur le web. Parce qu'en vrai, on a l'habitude que tout soit gratuit, que tout soit super. Et aussi, on a tendance à se dire, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que finalement, mes données, elles valent
quelque chose. Mais en réalité, bien sûr, parce que si votre mot de passe, il a fuité sur une plateforme, eh ben, c'est peut-être le même mot de passe que vous avez utilisé sur une autre plateforme sur laquelle ce sera encore plus risqué de venir voler vos identifiants, de venir voler vos données. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des services comme ça. Je crois que j'ai rajouté... Nous, sur Numérama, on a un comparateur qui est fait par la rédaction, uniquement par nos journalistes cybersécurité, qui les ont tous testés et où vous pouvez aller voir le montant, vous pouvez aller voir les performances. Il y en a qui sont gratuits quand même, évidemment, ce n'est pas les plus performants, mais au moins, ça permet de s'informer. Et c'était assez nécessaire pour nous de faire ce travail par des journalistes et pas des publicitaires, parce qu'on sait que c'est aussi un marché, il ne faut pas se mentir. NordVPN est assez connu, par exemple, pour sponsoriser beaucoup d'articles sur le web. Alors nous aussi, parfois, on a des partenariats avec certains de ces gestionnaires, mais on n'hésite pas à les épingler non plus quand ils ne sont pas performants, ou alors on n'hésite pas à montrer lesquels sont le plus. Donc vous pouvez, en tapant gestionnaire de mots de passe Numérama, vous allez tomber dessus. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous poser des questions tout le temps. Mon 10e, il est là pour vous déculpabiliser un petit peu, de se dire qu'en fait, il y a aussi une importance à savoir réagir quand on a fait une erreur. C'est-à-dire, moi, quand j'ai donné ma carte bancaire à EDF ou au faux EDF, j'étais pas très fière de moi. J'ai hésité à en parler, j'avais un peu honte. Et je me suis dit, il faut quand même que je réagisse. Donc évidemment, j'ai fait opposition, j'ai appelé ma banque. Mais j'ai aussi communiqué sur la question et j'ai aussi partagé cette expérience-là parce que je pense qu'il faut aussi en parler pour se dire que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je connais pas une personne autour de moi qui n'est pas tombée au moins dans un petit piège. Il y a des plus grands pièges, il y a des petits pièges. Donc, je dirais, si vous n'y connaissez rien, allez contacter une personne qui connaît un peu plus quelque chose. Montrez-lui le site, faites une capture d'écran, ne fermez pas la fenêtre, allez essayer de demander à quelqu'un qui pourra peut-être faire les démarches, vérifier les URL, vérifier un petit peu tout ce qui est possible. Évidemment, contactez votre banque et faites opposition si vous avez mis votre carte bancaire dans une application EDF, mais pas seulement. Contactez l'entreprise usurpée. Ça peut être un bonus qui peut être sympa parce que si vous êtes tombé dans un piège d'une entreprise dont le crédit mutuel, typiquement, si jamais ils se sont fait, il y a un faux site qui se fait passer pour le crédit mutuel, imaginez que vous n'êtes pas les seuls clients et clientes qui ont été visés par ce piège-là. Donc ça peut être sympa d'envoyer un petit mail à votre conseiller crédit mutuel et de dire attention, je crois qu'en cours il y a une campagne, il faudrait que vous envoyiez un message d'alerte à tout le monde. Et généralement, les entreprises sont très contentes de le savoir. Parce que du coup, en effet, moi je suis au Crédit Mutuel et j'ai en permanence des alertes de « en ce moment, attention au phishing voilà. ». Et faire mieux la prochaine fois, ça c'est aussi un de mes discours, c'est que moi j'ai plus donné ma carte bancaire à EDF, j'ai plus donné ma carte bancaire à personne. Je suis tombée dans le piège une fois, ça m'empêchera pas de tomber dans le piège, dans d'autres pièges, et surtout ceux qui vont devenir de plus en plus sophistiqués. Typiquement, je pense que le phishing Netflix, j'aurais pu tomber dedans tellement il était difficile à identifier. Mais on rappelle que ça c'était un GIF, mais bon, on est en PDF, mais je pense que vous le connaissez. La principale vulnérabilité se situe entre le siège et le clavier. C'est une phrase qu'on dit depuis assez longtemps, mais c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être des vulnérabilités chouettes qui apprennent de nos erreurs. Et c'est pour ça que je voulais mettre aussi, en résumé, que ce qui est bien, c'est vraiment de réussir à prendre son temps. On n'a plus du tout envie de prendre son temps. Et je dis ça comme si j'étais très vieille et que beaucoup de jeunes m'apprenaient la vie. Mais c'est vrai, et c'est vrai que ça va être la clé aussi d'accepter un petit peu plus les contraintes dans notre vie quotidienne sur le web. C'est qu'en fait, on est allé à la facilité, on a eu beaucoup de gains grâce à ça, on a réussi on est plus performant, on peut répondre plus vite à tout le monde, on est plus efficace, mais en même temps, on prend beaucoup plus de risques. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à perdre, à attendre un petit peu plus, à prendre quelques secondes pour se calmer, pour regarder, pour observer, pour pas tout de suite foncer sur ce site marchand qui nous fait une super promo. Évidemment, toutes les promos si ça a l'air super, c'est qu'il y a forcément un loup. Donc ça, je dirais que pour moi, si vous devez retenir une seule chose, ce serait vraiment de réussir à observer un peu plus, de prendre un peu plus le temps. Évidemment, il y a la formation. Ce genre de conférence, j'espère qu'elle peut être utile à certaines personnes. J'espère qu'on peut aussi venir les prodiguer au plus grand nombre et que même vous, si vous avez appris ne serait-ce
qu'un petit truc, que vous ayez le réflexe de le partager à celles et ceux qui vous entourent. Si vous avez un post-it, de le brûler. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, on n'en parle pas, mais de trouver d'autres solutions alternatives. Et puis voilà, s'accorder le droit à l'erreur, parce qu'on est tous humains et humaines, on va tous faire des erreurs. L'important, c'est aussi de réussir à réagir et de communiquer entre nous, parce qu'il faut réussir à se soutenir dans ces cas-là, sinon on ne s'en sortira pas. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, des remarques, des post-it, des cartes bancaires subtilisées. Bonjour, je sais pas si on m'entend ou pas. Ouais. Oui, ok. Je voulais savoir, est-ce qu'avec le développement des IA, il n'y a pas un risque que les fraudes soient de plus en plus crédibles et que du coup on ait de moins en moins de possibilités de les identifier? Ouais. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. La question, c'est est-ce que avec le développement des IA, il y aura de plus en plus de fraudes crédibles? Je pense que ma réponse est double. Oui et non. Oui, dans le sens où elles vont sûrement être un petit peu plus perfectionnées parce que ce sera plus facile de copier le code, le HTML, le CSS d'un site. Néanmoins, je pense que ce qui va vraiment jouer là-dedans, c'est le volume. En fait, les IA génératives, donc c'est vraiment des ordinateurs et des robots qui sont capables aujourd'hui de produire du texte à partir de rien. Ce qui change la donne, c'est que du coup, là où avant ça demandait des petites mains pour écrire des faux mails, des fausses arnaques, maintenant ils peuvent les générer automatiquement. Et du coup, là où ça prenait 10 secondes, ça prenait 3 minutes pour écrire un mail, maintenant ça va prendre une fraction de seconde pour pouvoir produire exactement le même mail, le même piège. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de volume de phishing, d'arnaques, et que du coup, forcément, ça va nous toucher encore plus. Je dirais que c'est plus cela. Merci. Comment on fait quand on est aidant et que du coup, on a besoin de connecter à l'ordinateur de la personne qui est aidée parce que le post-it, c'est souvent ça, c'est quand on a besoin de se connecter à un ordinateur qui n'est pas à soi, quoi. C'est vous qui essayez de vous connecter à un ordinateur d'une personne qui a mis ses mots de passe sur un post-it, typiquement. Ouais. Ça, c'est un vrai questionnement. Déjà, les personnes âgées ou les personnes qui sont plus en capacité de vraiment bien comprendre, évidemment que c'est plus pratique pour elles d'avoir les post-it à portée de main. Le post-it, il est quand même plus dangereux en entreprise ou là où il y a du passage que si vous êtes chez vous, qu'il n'y a personne qui vient, jamais. Après, parfois, les personnes fragilisées comme ça sont aussi des cibles, malheureusement. Donc, c'est vrai que ce serait extrêmement important de réussir à instaurer l'authentification à 2 facteurs ou les gestionnaires de mots de passe. Je pense que le gestionnaire de mots de passe fait vraiment sens et mériterait du coup de vraiment rentrer dans le quotidien parce que, en effet, comme vous le dites, il n'y aura sûrement pas beaucoup de passages, mais il suffit d'une seule personne qui vienne et qui recopie les post-it. Donc, je dirais se tourner vers ce genre de solution. Merci beaucoup.